Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous. Apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Ce mercredi 23 novembre 2022 entre la RDC et le Rwanda dans la capitale angolaise sous la médiation de Joao Lourenço. Félix Antoine Tshisekedi, Uhuru Kenyatta et Evariste Ndayishimiye ont fait les déplacements de Luanda. Paul Kagame, pourtant annoncé, s'est fait représenter par son ministre en charge des Affaires étrangères. Vive tension ce mercredi 23 novembre 2022 à Bukavu où la population est descendue dans la rue avant de prendre d'assaut l'Assemblée provinciale. Les habitants fustigent la déstabilisation des institutions provinciales avec une 4e motion de défiance contre le gouverneur Ngouabidje Kassi. Sauf imprévu, c'est le 26 novembre prochain que la Commission électorale nationale indépendante publiera les calendriers électoraux. Une annonce du président de la centrale électorale faite ce mercredi 23 novembre 2022 lors des concertations avec les partis et regroupements politiques à Kinshasa. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles au programme des Digital Congo Télévision et bienvenue à cette édition du journal. Cette édition du journal partira de la capitale angolaise où a débuté ce mercredi 23 novembre 2022 des nouveaux pourparlers entre la République démocratique du Congo et le Rwanda afin de tenter de mettre fin à la guerre d'agression à l'est de la RDC. Les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi a fait les déplacements pour la capitale angolaise ainsi que le président burundais Evariste Ndayishimiye
Ndayishimiye, également président de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC. Uhuru Kenyatta a également fait les déplacements pour la capitale angolaise en tant que facilitateur de l'EAC pour la paix en République démocratique du Congo, le tout sous la médiation du président angolais Joao Lourenço. Le président rwandais Paul Kagame, pourtant annoncé, s'est fait représenter par son ministre en charge des Affaires étrangères Vincent Biruta. Et c'est depuis fin octobre 2022 que la RDC connaît un regain des tensions avec l'activisme des M23. Kinshasa a affirmé qu'il n'était pas question de discuter avec le M23 si ces derniers ne se retiraient pas de leur position occupée illégalement sur le territoire congolais. Et le porte-parole du gouvernement et ministre en charge de la communication et des médias a eu un briefing de presse axé sur les questions d'actualité, notamment l'ouverture du mini-sommet à Luanda de la RDC et le Rwanda sous la facilitation de la communauté d'États d'Afrique de l'Est et la médiation angolaise. Patrick Muyaya a aussi revenu sur l'atterrissage à Kisangani d'un avion militaire français en détresse. Alain Lino Mwamba et Jacques Kaboy nous en disent plus. C'est un briefing à dénomination particulière, contrairement aux autres que le ministre de la Communication et Médias a tenu dans la soirée de mardi 22 novembre à Kinshasa, aussitôt de retour du sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie. Briefing sur les questions d'actualité, telle était donc la thématique de ce rendez-vous de chaque lundi organisé faute de la présence à Kinshasa du porte-parole du gouvernement un mardi. D'abord, les grandes lignes des matières abordées lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, la 77e, puis le ballet diplomatique vécu à Kinshasa avec les présences du président kenyan William Ruto et le facilitateur de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, Uhuru Kenyatta. Également la participation de la République démocratique du Congo au sommet de la francophonie, la nomination des mandataires publics et le lancement de la campagne de conscientisation défendant la patrie, lancée par le ministre lui-même. Ce sont là donc les questions d'actualité abordées. Aujourd'hui, la réponse à nos problèmes, c'est nous-mêmes les Congolais. Et donc, c'est pour ça que nous avons lancé la campagne Défendons la patrie, battez-la et polo, parce que nous devons, nous, être vigilants. Et donc, cette campagne, quelle que soit l'évolution de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, restera permanente. Il faut ajouter des préoccupations des journalistes qui ont tourné notamment autour du front militaire et d'un avion qui a atterri en détresse à Kisangani. C'est un avion qui a atterri en détresse parce que l'un des moteurs menaçait de prendre feu, donc la température était élevée anormalement. L'avion a été inspecté par le service notamment de la DGM, qui n'a pas de matière à panique, il attend. L'avion est en panne, ils attendent une intervention qui doit venir de Paris avec les matériels pour remplacer le matériel défectueux. Patrick Muyaya a également informé à la presse sur les discussions entre la RDC et le Rwanda sous la médiation de l'Angola. D'ailleurs, un mini-sommet est programmé dès ce mercredi 23 novembre. La RDC, qui pointe du doigt le Rwanda d'être derrière le M23, espère un échange sincère pour la fin des hostilités. Mais elle maintient les opérations militaires contre ce mouvement terroriste appelé à quitter ses positions d'occupation avant tout dialogue avec les autorités congolaises. Énième agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Les gouvernements congolais appelés à construire un mur de séparation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cette proposition de la société civile Force Vive du Nord Kivu est relayée par John Banyeme, président provincial de cette société civile, lors d'une conférence de presse où il a également annoncé l'organisation d'une marche pacifique qui partira du rond-point Sinière jusqu'au consulat français et britannique dans la province du Nord Kivu. Maozi Gabé nous en dit plus. Je crois que si nous arrivons au stade de dire qu'il faut qu'on construise un mur entre le Rwanda et la RDC, c'est parce que nous en avons marre. Ça fait maintenant plus de 25 ans que nous sommes dans une situation d'insécurité récurrente. Et voilà que ce sont nos compatriotes qui meurent chaque jour.
Et cette insécurité est orchestrée par le Rwanda qui est le premier acteur. Et nous voyons qu'il y a maintenant un climat de méfiance qui serait observé entre les Congolais et les Rwandais. Raison pour laquelle nous sommes en train de dire, comme les Congolais sont un peuple hospitalier, ils ne doivent pas quand même être pris à la légère par le pays voisin, comme les Rwandais qui nous déstabilisent chaque jour. Et on a cru, si une fois on construisait ces mines, ça peut nous aider pour que chacun puisse rester dans son pays. C'est lui qui verra qu'il est important ou nécessaire de vivre avec l'autre, et on se mettra pour détruire ces mines-là. Quel est l'objectif de la marche de demain? L'objectif de notre marche de demain, c'est pour aller déposer notre mémorandum que nous venons de rendre public aujourd'hui. C'est une marche pacifique où il y aura le bureau de la coordination qui sera accompagné par quelques représentants des composantes de la société civile qui iront déposer ces mémorandums au bureau de la représentation de l'ambassade de la Grande-Bretagne et au bureau de la représentation de l'ambassade de la France, qui sont deux pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Quittons les Nord Kivu pour la province du Sud Kivu. C'est depuis la matinée de ce mercredi 23 novembre 2022 que les habitants de la ville de Bukavu sont descendus dans les rues des Panzi avant de prendre l'assaut l'hémicycle provincial pour dire non à la déstabilisation des institutions de leur province et apporter ainsi par la même occasion leur soutien au gouvernement provincial de Théongwa-Bidje. Ces derniers est visé par une motion de censure, la 4e en une année, dont l'examen est maintenu ce jeudi par le bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Le reportage nous est proposé par Ernest Monhero et Bénédicte Ndembe. Banderoles ou encore calicot porteur de plusieurs messages, drapeaux flottants, voilà comment Bukavu s'est réveillé. Une manière pour les habitants du Sud Kivu de dire non à la 4e motion de censure, initiée contre le gouvernement provincial, dirigé par le gouverneur Théongwa-Bidje Kassi. Une motion de censure née sur fond de corruption. D'autre part, des pétitions ont été initiées par certains députés provinciaux contre tous les membres du bureau définitif de l'organe que dirige Zachary Lwamira. Conséquence, une crise institutionnelle s'installe au Sud Kivu. Massés sur la chaussée au niveau de Panzi, au même moment, d'autres ont pris d'assaut l'Assemblée provinciale. Ces manifestants de divers partis politiques et diverses couches de la population pointent du doigt un responsable d'une institution nationale et ressortissant du Sud Kivu, qui serait instigateur et parrain de ce énième geste de déstabilisation des institutions provinciales. Et pour cause, l'adhésion du gouverneur Théongwa-Bidje Kassi au parti présidentiel, l'UDPS. Nous sommes venus dire à nos députés que nous ne voulons pas la déstabilisation des institutions provinciales. Nous ne voulons pas de fonds notables ou autorités morales qui n'aiment pas le développement de notre province. Pour ces habitants, il est inconcevable de se lancer dans une guerre contre l'autorité provinciale au moment où plusieurs projets sont développés au profit de la province et d'autres de grande envergure sont annoncés sous la houlette du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une déstabilisation profitable aux ennemis de la paix, alors que les yeux des Congolais sont tournés vers l'Est pour le rétablissement de l'autorité de l'État face à l'agression rwandaise. Ils ont échoué pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Et maintenant la 4e fois. Je ne suis pas de l'UDPS, mais je suis de l'INC. Et nous soutenons le gouverneur. Il doit faire son travail jusqu'à la fin de son mandat de 5 ans. Puis nous irons aux élections. Récemment, le chef de l'État avait invité tous les Congolais à un sursaut patriotique afin de s'unir pour la cohésion et la paix en RDC. Une exhortation aujourd'hui piétinée par les députés du Sud Kivu. Joli coup de filet des services de sécurité de la province du Haut-Katanga. Plusieurs groupes de bandits armés ont été arrêtés. Ces présumés criminels opérés entre les provinces du Haut-Katanga et le Lualaba. Ils ont été présentés ce mercredi 23 novembre 2022 au vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Kimfoy. Didier Mumba nous en dit plus. C'est une abondante moisson qu'ont réalisé les services de sécurité du Haut-Katanga, conduits par le commissaire provincial de la police, Norbert Ilunga Katwamba. Ils ont réussi à mettre la main et à présenter au vice-gouverneur Jean-Claude Kimfoy Kimimba
2 vagues de bandits à main armée et des voleurs des câbles électriques de la SNEL. La première vague constituée de 7 groupes avec au total 37 criminels qui opéraient notamment à Lubumbashi et à Kasumbalesa, et ce, dans toutes les communes. Ils sont pour la plupart des repris de justice, dont Chituka Mukendi Malaba, alias Malabar, un compagnon du célèbre bandit à main armée Kabengele, aujourd'hui en fuite. Dans leurs opérations, ils utilisent des armes à feu, des marteaux et autres objets pour casser les vitres des maisons visitées. Certains d'entre eux ont été capturés en possession de leur butin, comme des téléviseurs, ordinateurs, des baffles et autres. La deuxième vague a été composée des voleurs des câbles électriques sectionnés sur les réseaux de la SNEL. C'est à Kasumbalesa qu'ils ont été cueillis. Après avoir rendu hommage au service pour le travail abattu, le numéro 2 du Haut-Katanga, Jean-Claude Kafa Kimimba, a émis le vœu de voir la justice saisir de ces cas afin que la quiétude règne parmi les paisibles citoyens. Pour des chapeaux à tous les services, au commandant de la police ainsi que tous ses collaborateurs pour ce travail qu'ils sont en train d'abattre. Il y a encore d'autres qui sont en train encore de semer la terreur et que nous demandons encore au service de multiplier les efforts pour les déférer encore devant la justice. Les recherches se poursuivent pour mettre la main sur d'autres criminels en cabale ou encore non identifiés. À Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante a tenu ce mercredi 23 novembre 2022 un cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques de la RDC. Il était question pour la centrale électorale de faire part aux mandataires de ces différents partis et politiques de l'évolution du processus électoral qui est en cours en République démocratique du Congo, qui s'apprête déjà à arborer le virage de la révisitation du fichier électoral, occasion pour Denis Kadima d'annoncer la publication du calendrier électoral dès ce 26 novembre. Le reportage nous est proposé par Arlette Ngomba et Alain Linomwamba. C'est le samedi 26 novembre prochain que sera publié le calendrier électoral en République démocratique du Congo. Une information livrée par le président de la Commission électorale nationale indépendante. C'était lors du cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques. Occasion pour Denis Kadima de rassurer l'assistance sur l'organisation le mois prochain de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Pour la première phase, 10 provinces qui constituent la première aire opérationnelles sont concernées sur les 3 aires prévues. La première aire opérationnelle concerne l'ouest et le nord-ouest de notre pays, notamment les 10 provinces suivantes: l'Équateur, Kinshasa, le Congo central, Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Tchouapa. Aucun obstacle pour le début de l'opération de la révision du fichier électoral. La centrale électorale a pris toutes les dispositions pour l'acheminement des matériels. Concernant les kits d'enrôlement, ils ont été testés, éprouvés et prêts à être acheminés à Kinshasa. Pour l'ensemble de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, 29 700 kits ont été commandés et vont principalement fonctionner à l'énergie solaire dans les 22 271 centres d'inscription. Je vais aussi saisir l'opportunité que vous m'offrez pour annoncer la publication du calendrier électoral ce samedi 26 novembre 2022. Concernant la cartographie des centres d'inscription, la CENI confirme qu'aucune des 26 provinces de la RDC n'a vu le nombre de ces centres d'inscription réduit. Par contre, elle a procédé à un réajustement équilibré avec comme seule motivation l'inclusion absolue de la réduction de la distance entre les centres d'inscription et les lieux de résidence. Dans les registres de la santé, le ministre en charge de la santé a annoncé ce mercredi 23 novembre 2022 une 6e vague de Covid-19 à Kinshasa avec une montée des cas très importants. Le ministre de la Santé rassure tout de même sur la faible quantité de létalité par rapport aux vagues précédentes et prie la population de Kinshasa en général et de la RDC en particulier de respecter les gestes barrières pour lutter contre cette pandémie, au besoin de se faire vacciner sur les différents sites mis en place par les autorités sanitaires. Le reportage est signé Kevin Mwami et Lisette Kenga Kelekilo.
Kinshasa fait face à la 6e vague du Covid-19, ont alerté les autorités sanitaires du pays. Bien qu'elle ait un taux de létalité faible, ici est tout de même de rappeler et d'appliquer les gestes barrières pour se mettre à l'abri de cette pandémie, pensent plusieurs personnes interrogées quant à ce. Les gestes barrières, on ne peut pas les oublier. Il faut d'abord respecter la distanciation et se laver régulièrement le main. Je pense qu'avec le masque, pour les gens qui sont déjà vaccinés, on ne peut pas mettre à tout moment le masque parce qu'on est déjà vacciné. Mais aussi, il faut seulement rappeler aux gens de se laver régulièrement le main, surtout ça, et de garder la distanciation. Et si l'on veut tousser, c'est rester vraiment dans les habitudes, tu vois, on tousse dans des coudes et autres. Je pense que la plupart des Congolais aussi n'ont pas oublié ça. Du côté de la vaccination contre la Covid-19, les prestataires assurent de l'affluence des gens et invitent la population à se faire vacciner. En ce qui concerne la 6e vague, je sais qu'il y avait quand même une baisse de chiffres. Il y avait vraiment une baisse de chiffres pour la vaccination. Mais tout ce temps ici, comme il y a déjà des campagnes qui se font, on a commencé à sentir vraiment une augmentation en termes de chiffres de vaccinés. Je conseille à tout le monde de se faire vacciner parce que la maladie est vraie et réelle. Et il ne faut pas attendre des radios-trottoirs, ce qui se dit à la cité. En tout cas, ce n'est pas du tout intéressant. Il faut dire que la courbe épidémiologique est actuellement ascendante dans les provinces de Kinshasa et du Haut-Touélé. Durant la période du 14 au 20 novembre 2022, 159 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés pour la seule capitale de la République démocratique du Congo. Et depuis le début de la pandémie, le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 94 201 cas, dont 83 622 personnes guéries et 1366 décès. Et toujours en rapport avec cette 6e vague de Covid-19 à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé une importante réunion avec le comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. L'objectif était de trouver de voies et moyens pour contenir cette nouvelle vague. Bénédicte Ndembe nous en dit plus. Comment faire face à la flambée des cas positifs à la maladie à coronavirus en République démocratique du Congo? Voilà l'enjeu de cette séance de travail, présidée par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde, et à laquelle ont pris part les membres du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19. Selon le ministre de la Santé publique qui a dévoilé l'essentiel de cette réunion à la presse, il était principalement question d'évaluer la situation pour transmettre ensuite les conclusions au président de la République pour une éventuelle décision. À ce jour, nous rassurons la population parce que malgré qu'on a plus ou moins des cas élevés, mais le taux de létalité est faible. C'est-à-dire, c'est une 6e vague de la Covid-19 qui a commencé, mais en réalité, elle est de faible intensité. Que la population puisse intégrer le respect des gestes barrières. C'est important dans les regroupements, dans les endroits où il y a plusieurs personnes, que les gens aient toujours le réflexe de porter les masques, de se laver les mains à l'eau ou au gel hydroalcoolique, de maintenir une distanciation sociale. C'est important. Ce sont les mesures barrières qui protègent la population. Nous avons aussi mis un accent sur l'accentuation de la vaccination. Notre population, petit à petit, aujourd'hui, adhère à la vaccination. Nous avons un peu plus de 12 millions de personnes vaccinées ayant eu au moins une dose de vaccin et un peu plus de 6 millions de personnes ayant reçu 2 doses de vaccin. Mais nous voulons augmenter parce que la population cible à vacciner est de 52 millions de personnes. Donc. Plusieurs autorités ont été également conviées à cette séance de travail, notamment le directeur de cabinet du Premier ministre, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le docteur Mouyembe et le général Sylvano Kassongo. Faire de l'industrie un facteur de paix et de stabilité dans la région du Sahel et à l'est de la RDC a été au centre de la réunion de haut niveau sur l'industrialisation inclusive et durable. C'était en marge de la semaine de l'industrialisation de l'Union africaine tenue à Niamey au Niger. Obed Kambale depuis Niamey nous en dit plus.
Le développement des chaînes de valeur régionales a été au centre du Side Event, organisé hier lundi à Niamey au Niger, en marge de la semaine d'industrialisation de l'Union africaine par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CA et le gouvernement congolais par l'entremise du ministère de l'Industrie. Le processus d'installation de la première usine de fabrication des précurseurs de batteries électriques, vision du président Félix Tshisekedi, lancé lors du DRC Afrique Business Forum, dans le but de changer les économies africaines, a été partagé à cette occasion par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, qui a appelé les pays africains à la prise de conscience pour transformer leurs ressources naturelles. Le grand message que nous avons partagé avec l'ensemble des pays africains ici à l'occasion de la semaine d'industrialisation, c'est que l'Afrique doit considérer que ces matières premières n'ont pas servi à renforcer les économies africaines depuis 1960, à l'heure des indépendances. Les économies aujourd'hui sont tellement faibles que le produit intérieur brut de tous les continents africains est inférieur à celui de certains pays à travers le monde. Et donc cela est un indicateur qui nous interpelle en tant qu'Africains qu'il faut désormais commencer par créer des chaînes de valeur africaines. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris le taureau par la corne parce qu'il a l'ambition de devoir créer cette chaîne de valeur africaine autour d'une problématique mondiale qui se pose aujourd'hui, celle des batteries électriques. Et donc, il a pris l'ambition de développer la chaîne de valeur avec la Zambie pour que tous les autres pays rejoignent les deux pays africains. Il faut aussi les politiques pour que l'ambition soit encadrée par et l'audacité et les politiques de manière à porter plus haut la voix de l'Afrique. Et je crois que l'Afrique maintenant veut saisir le marché mondial qui se chiffre d'ici 2030 à 7 000 milliards de dollars américains et d'ici 2050 à 46 000 milliards de dollars américains. Au cours de cette réunion stratégique à laquelle ont pris part les partenaires techniques et financiers qui ont retiré leurs engagements pour booster l'industrialisation du continent africain, la CA a jeté des fleurs au gouvernement Samalou Kondé. Ngone Diop, directrice du bureau sous-régional de la CA pour l'Afrique de l'Ouest, précise. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, l'Union africaine, Afreximbank, sous l'égide de ces deux grands pays, la RDC et la Zambie, sont résolument engagés à les appuyer. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a représenté la République démocratique du Congo à la cérémonie de l'industrialisation de l'Union africaine tenue à Niamey au Niger. Invité spécial de Side Event sur le développement des chaînes de valeur africaines, Julien Paluku Kahongya a présenté les plans d'industrialisation de la République démocratique du Congo avec le projet panafricain des batteries électriques où la RDC et la Zambie seront les hubs économiques au niveau mondial. Obed Kambale depuis Niamey signe ce reportage. La troisième journée de la semaine d'industrialisation de l'Union africaine qui se tient à Niamey au Niger a été marquée par la réunion des hauts niveaux sur l'industrialisation inclusive et durable comme moteur de résilience, de la création d'emplois, de la stabilité du Sahel et d'autres pays africains victimes des conflits armés récurrents dont la République démocratique du Congo. C'était l'occasion pour la ministre du Niger de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des jeunes, Gourouza Salamatou, d'inviter les partenaires techniques et financiers d'accompagner réellement l'Afrique dans la transformation locale de ses ressources naturelles, un processus qui va contribuer à décourager les jeunes et adhérer au centre des forces négatives. Ils sont prêts à mettre leur vie en danger, à mettre la vie de leur famille en danger, à mettre la vie de toute une population en danger. Et ça, comment est-ce que nous pouvons résoudre ce problème ? C'est, comme je dis encore une fois, en les intégrant dans la chaîne de valeur des industries. Au nom de la République démocratique du Congo, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, puisant de son expérience de règne de 12 ans à la tête de la province du Nord Kivu, a fait savoir que le président Félix Tshisekedi est plus que déterminé de faire de l'industrie un facteur de paix et de stabilité. Le développement industriel de l'Afrique, qui par ces faits, va s'autonomiser parce que l'Afrique va accroître sa production interne, va renforcer son produit intérieur brut et donc va limiter les importations.
On va se rassurer mutuellement que le développement de l'Afrique ne constitue pas une voie pour le sous-développement des pays du Nord. Signalons que plusieurs partenaires techniques et financiers dans la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, représentée par son secrétaire exécutif intérimaire Antonio Pedro, et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI, ainsi qu'Afrexim Bank, mais aussi les gouverneurs du Haut-Katanga, Jacques Kaboula, et celui du Lomami, Isabelle Yumba, dans leur province, regorgent des minerais stratégiques qui entrent dans la fabrication des précurseurs des batteries électriques au prix par ces panels. Depuis quelques jours, la population quinoise fait face à une hausse de prix du transport en commun. Ce mercredi 23 novembre 2022, certains conducteurs interrogés par nos reporters sur la question estiment que la pénurie de carburant, les tracasseries routières, mais aussi les mauvais états de route sont à la base de cette majoration. Trésor Ngoudia et Ruth Kikaya en ont fait le constat. Depuis un certain temps, les habitants de la ville de Kinshasa font face à une situation de variation de prix de transport qui ne dit pas son nom. Les Quinois ne savent plus à quel sens se vouer. Dans certains coins de la capitale congolaise, ils déboursent 3 000, voire même 4 000 pour un seul trajet qui pouvait coûter la moitié. Sous le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe par exemple, de la gare centrale à l'arrêt Mandela, le prix d'un taxi est passé de 500 francs congolais à 1000 francs congolais. Selon les chauffeurs, la pénurie de carburant, la mauvaise condition de route, les embouteillages et les tracasseries routières sont à la base de cette situation. Embouteillage et l'équipe Makasi. Embouteillage. Il y a tellement des embouteillages sur les routes de Kinshasa. Dans ces conditions, il est difficile de faire de recettes. Voilà pourquoi nous majorons les prix de la course pour compenser les manques à gagner. Il y a aussi des tracasseries exagérées. Les agents de l'État nous arrêtent même à l'occasion de rien. Tracasseries dans Bao Kango à l'occasion de l'autre côté. D'autres, par contre, pointent d'un doigt accusateur le gouvernement de ne pas publier la grille tarifaire depuis la majoration plus de 3 fois de l'énergie fossile. L'État congolais fallait affixer plus. Mais depuis l'État congolais doit fixer les prix du transport parce que ce que nous faisons, c'est aussi pour réunir l'argent du carburant. Nous sommes des commerçants. Les bénéfices nous aident à réunir l'argent à donner aux propriétaires du véhicule et ramener aussi quelque chose dans nos foyers. C'est ainsi qu'on avait demandé au ministre de fixer une tarification officielle. Une situation qui suscite l'indignation dans le chef des usagers de route. Ce dernier pense que l'autorité les a livrés à la merci des conducteurs. Après plusieurs travaux d'intérêt public exécutés dans la ville de Brazzaville et Pointe-Noire, le projet de développement urbain de la restructuration des quartiers précaires piloté par les gouvernements de la République du Congo et la Banque mondiale arrive bientôt à son terme. Et pour avoir si les objectifs sont généralement atteints, notre correspondant à Brazzaville s'est approché de la direction de ce projet. Voici son reportage. Lancé en 2016 pour une durée de 5 ans, le projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires d'URCAP arrive à son terme sous peu. Après avoir exécuté plusieurs chantiers d'intérêt public tant à Brazzaville qu'à Pointe-Noire, ce projet a-t-il atteint ses objectifs? Pour avoir la réponse à cette interrogation, nous nous sommes rapprochés de M. Dan Orphée Biassi, le chargé à la communication du DURCAP. Ce côté autosatisfaction ne nous plaît pas souvent, ça nous met un peu mal à l'aise. Mais bon, qu'à cela ne tienne, il y a des objectifs scientifiques qui avaient été attribués à chaque phase de mise en œuvre du projet et nous pensons les avoir certainement atteints. Dans cette interview qu'il a accordée à Digital Congo, Dan Orphée Biassi a également évoqué l'impact socio-économique du projet à l'endroit des populations. Aujourd'hui, nombreuses sont les populations de ces quartiers qui veulent même changer de nom. Parce que les transformations manifestes, palpables et constatables qu'il y a eu au niveau infrastructurel et au niveau de leur quotidien permettent de dire que nombreuses sont les choses qui ont évolué. Répondant à la question de savoir s'il pourrait avoir un financement additionnel du projet, le chargé à la communication du DURCAP précise. En tout cas, il s'agit là d'un souhait que des financements additionnels dans ce sens arrivent. Parce que
tout le monde a vu ce que aurait été le projet d'URCAP jusqu'à ce jour. Et tout le monde pourra voir peut-être, si jamais les partenaires venaient à s'entendre, ce que serait, le cas échéant, le Congo en grande partie, et peut-être les villes d'expérience en petite partie, si jamais nous avons un financement additionnel. Pour votre gouverne, ce projet de développement urbain et de restauration des quartiers précaires est celui du gouvernement de la République du Congo, financé et mis en œuvre conjointement avec la Banque mondiale. Et en dehors de nos frontières au Tchad, une attaque djihadiste a été enregistrée au poste de l'armée dans l'ouest du Tchad, dans la région du lac Tchad. Bilan de l'attaque, une dizaine de morts et plusieurs autres blessés. C'est un commentaire de Fifi Kouchipon et Sephora Manzouavik. Cette attaque djihadiste a visé un poste de l'armée dans l'ouest du Tchad, près de Ngouboua, dans la région du lac Tchad, aux confins du Tchad, du Niger, du Cameroun et du Nigeria. Une contrée régulièrement visitée par le groupe djihadiste Boko Haram et sa branche dissidente État islamique en Afrique de l'Ouest. Le bilan fait état d'une dizaine de militaires tués et de plusieurs autres blessés, a précisé le porte-parole de la présidence, Brat Mamat. Cette unité de l'armée avait été dépêchée en précurseur pour installer un poste avancé dans l'île de Boukatoul-Oram. Notez que le lac Tchad est une vaste étendue d'eau et de marécages parsemés de centaines d'îlots, dont certains servent de repères aux djihadistes de Boko Haram et de l'ISWAP. Voilà, c'est par cet élément que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci à vous d'avoir été nombreux à vous informer sur Digital Congo Télévision. Bonne suite de programme sur votre antenne. À toutes et tous, bienvenue à cette revue de presse. À la une de la majorité des journaux parus ce mercredi 23 novembre, la dernière communication du ministre Patrick Mouyaya dans un briefing axé sur les questions d'actualité, nous informe l'ACP, Agence congolaise de presse. D'abord, les grandes lignes des matières abordées au cours de la 77e réunion du Conseil des ministres dirigé par le président de la République, le ballet diplomatique mené par le président kényan William Ruto et le facilitateur de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, Uhuru Kenyatta, la participation de la République démocratique du Congo au sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie, la nomination des mandataires publics et le lancement de la campagne de conscientisation défendant la patrie lancée par le ministère de la Communication et Médias. Et outre l'ajout des questions relatives au front militaire, l'ACP renseigne que le ministre de la Communication et Médias a fait état d'un avion français qui a atterri en détresse à l'aéroport de Bangoka à Kisangani dans la province de la Chopo. Justement, en rapport avec cet avion, Africa News explique qu'en abordant ce point qui devrait la chronique, sans vouloir s'étendre trop dans les détails, le ministre de la Communication et Médias a informé que c'était un avion en détresse. Aussitôt atterri, les membres de l'équipage ont été checkés et restent à l'attente d'un autre avion pour poursuivre leur voyage, ce qui vient ainsi couper court à toutes les rumeurs distillées à ce propos, dans le seul but, a dit le porte-parole du gouvernement, de créer la psychose. Restons sur ce briefing du ministre Mouyaya pour lire cette fois la prospérité qui, dans un autre angle, rapporte que face à l'agression rwandaise, Patrick Mouyaya interpelle l'Organisation internationale de la francophonie. La population congolaise et l'opinion publique est en droit d'estimer que la francophonie ne fait pas assez, surtout que nous sommes le premier pays francophone en termes de poids démographique et que le français a bel et bien un avenir en République démocratique du Congo, a dit le ministre porte-parole du gouvernement, qui ajoute, nous citons, « Je pense que ce message, nous l'avons passé de manière claire. Nous espérons que la francophonie s'impliquera davantage. » La prospérité plus loin évoque l'épineuse question de la reprise prochaine des pourparlers de Nairobi. Un mini-sommet de trop, s'interroge le journal L'Avenir, qui révèle que les travaux devraient commencer ce mercredi à Luanda. Un mini-sommet sur la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Selon Patrick Mouyaya, que le journal cite, cette rencontre est le croisement des processus de Nairobi et de Luanda
convoqué par le président angolais en sa double casquette de médiateur de l'Union africaine et de la CIRGL. Sont invités le président de la République démocratique du Congo, du Rwanda, du Burundi et l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta. Le journal, qui ne cite pas le président ougandais, parle d'un certain ras-le-bol qui semble dominer du côté congolais du fait que ces rencontres qui se multiplient n'ont aucun résultat probant. Les Congolais accusent donc Paul Kagame de ne pas respecter les différentes résolutions adoptées. Ainsi, pour Patrick Muyaya, il est question d'aller au-delà de la parole ou des engagements et d'obtenir le retrait sans condition des terroristes du M23 sous couvert du Rwanda. Sinon, à quoi ça sert de multiplier les rencontres lorsqu'une des parties n'est pas de bonne foi? C'est donc questionné Patrick Muyaya. L'actualité, c'est aussi la tenue au Qatar de la Coupe du Monde de football. Le journal Le Phare, qui en parle dans sa rubrique sport, parle de l'exploit de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine. Une première sensation pour cette compétition, estime le journal, intervenu le mardi 22 novembre avec sa victoire face à l'Argentine de Lionel Messi, 2-1. Pourtant, les Argentins, présentés en favoris de cette compétition, ont mis un genou à terre, explique le journal. Plus loin, l'on nous parle d'un but d'anthologie marqué par Al-Dawsari. Mais qui est-il? Ce joueur de l'équipe d'Arabie Saoudite est l'un des buteurs justement face à l'Argentine. Il s'était débarrassé aisément du défenseur avant de tromper Emiliano Martinez du pied gauche à la 48e minute de cette rencontre. Et côté équipe africaine, le Phare parle d'une Tunisie déterminée qui a obtenu un match nul face au Danemark au lieu d'une défaite, comme ce fut le cas pour le Sénégal, qui a été donc la première équipe à entrer dans cette compétition du côté des équipes venues d'Afrique. Voilà, c'était tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.